Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Tension maximale à l'Assemblée Générale des Nations Unies. La communauté internationale se met enfin d'accord sur une résolution qui appelle, comme vous l'avez dit, à une trêve humanitaire. L'Agence des Nations Unies qui a perdu plusieurs dizaines d'agents, des personnels qui sont là pour apporter du soutien aux populations qui meurent sous les bombes. Nous avons besoin d'une aide significative et continue. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu humanitaire. Le diplomate israélien estime que l'ONU souffre d'une hémorragie de pertinence et l'accuse de faire preuve de complaisance. Ceasefire means giving Hamas time to rearm itself so they can massacre us again. Le Conseil de sécurité de l'ONU est donc exposé ses profondes divisions sur la guerre, rejetant 4 projets de résolution. Certains textes ont été bloqués par les États-Unis parce qu'ils ne mentionnaient pas le droit d'Israël à se défendre. Un autre présenté par les Américains a été bloqué par la Russie et la Chine qui ne réclamaient forcément pas de cessez-le-feu et c'est pas assez clair selon eux. Absolument. Les États-Unis utilisent leur droit de veto au Conseil de sécurité systématiquement pour les résolutions visant Israël. On disait que l'ONU, qui succédait à la SDN, aurait permis d'arrêter les conflits ou au moins de le résoudre au niveau international. Est-ce que, alors que la guerre a commencé au Proche-Orient en 1948, l'ONU est dans l'impasse encore une fois au Proche-Orient? Pour le moment, vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300, c'est Aude qui prendra vos appels. Et pour en parler, Pascal Boniface est avec nous, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, bien sûr. Bonsoir, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Juste avant de revenir vers vous, Pascal Boniface, un tour de table avec Philippe Bilger, peut-être. Très rapidement, Cécile, Philippe, moi je me demande si l'ONU n'est pas comme, par exemple, la Belle Espérance européenne, l'une de ces organisations qui, au moment de sa création, suscite les espoirs les plus évidents et que la politisation inévitable détruit. Je termine là et peut-être aurais-je le temps de poser une question tout à l'heure à notre ami. Vous aurez largement le temps. Françoise de Gois. Moi, écoutez, j'ai beaucoup travaillé aux Nations Unies. Quand vous rentrez dans la grande salle des Nations Unies, vous comprenez à quoi sert l'ONU. C'est-à-dire que je veux bien qu'on tape inlassablement sur l'ONU. Et d'ailleurs, les vrais spécialistes ne tapent pas à bras raccourcis comme ça, d'une seule traite et de façon homogène. Et d'ailleurs, Pascal Boniface le démontrera tout à l'heure. La question qu'il faut se poser, c'est que serait le monde aussi sans l'ONU? Parce que si l'ONU, évidemment, est coincée sur la question du Proche-Orient, et ce n'est pas simplement la faute des Israéliens ou des Russes, et je pense que, bien sûr, c'est la responsabilité du droit de veto et de ce Conseil de sécurité qui, à mon avis, devrait s'élargir, parce que le monde a changé. Il faudrait qu'il y ait un grand représentant de l'Amérique latine, un grand représentant de l'Afrique. Ce serait juste. L'Inde. Ce serait juste et noble. Mais bon, nous n'avons pas... Je pense aussi qu'il faut voir aussi ce que l'ONU accomplit aussi au quotidien. L'ONU, c'est pas simplement cette grande assemblée générale et ce Conseil de sécurité, c'est le UNHCR, c'est exceptionnel, c'est la FAO sur les questions d'alimentation, c'est l'organisation des réfugiés. Donc l'ONU, ça n'est pas... Non, l'UNICEF, ça n'est pas qu'un espèce... C'est l'UNESCO aussi, donc ça n'est pas qu'un espèce de grand machin comme ça qui servira à rien. Je n'ai pas envie d'avoir un jugement binaire. Moi, je me demande que serait le monde s'il n'y avait pas l'ONU. Je pense que ça fonctionnerait encore plus mal. Sébastien Ménard. Je vais aller dans le sens de Françoise de Gois. C'est quand on voit la complexité de notre monde et puis cette espèce de multipolarité. C'est-à-dire que on n'est plus, je dirais, dans une organisation mondiale post-Deuxième Guerre mondiale, où finalement on a eu des belligérants victorieux qui se sont répartis, je dirais, des responsabilités en tentant de faire cohabiter des visions du monde qui sont quand même sensiblement antagonistes. Aujourd'hui, on a des tas d'acteurs qui, effectivement, ne sont pas, je dirais, des tas d'acteurs incontournables, qui sont des hyperpuissances, qui sont des pays-mondes, et qui n'ont pas, je dirais, de voie directe pour pouvoir influencer l'ordre mondial. Donc, ils le font de manière très indirecte. Donc, si, la Russie et la Chine, ils ont un siège au Conseil de sécurité. Je vais aller au bout. Vous parlez du Brésil. Je vais aller au bout. Oui. Je parle de l'Inde, je parle de la Chine, je parle du Brésil. Non, mais la Chine est au Conseil de sécurité. Mais la réalité qu'on a aujourd'hui aussi, c'est que c'est juste miraculeux que l'Organisation des Nations Unies puisse fonctionner, comme l'a dit François, sur un certain nombre de sujets, oui, que sont la culture, que sont la lutte contre un certain nombre mais les réfugiés, regardez toutes les prévisions de UNHCR, s'il n'y a pas l'ONU, vous allez voir comment ça va tourner. Mais est-ce que l'ONU est capable de tout régler? J'en suis pas certain. Mais non, bien sûr. Pascal Boniface,
Vous êtes dans notre compagnie, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Pour faire la synthèse des vraies voix, qu'est-ce que vous voudriez leur répondre ? Non, je suis tout à fait en phase à ce qui a été dit. On peut reprocher tout à l'ONU, je trouve que c'est le meilleur système, le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres. Comme la démocratie, quoi. Pour Churchill. Sans l'ONU ? Non, certainement pas. Parce qu'effectivement, on se concentre sur les guerres que l'ONU ne peut pas empêcher. Mais si l'ONU ne peut pas empêcher les guerres, c'est que les grandes puissances mettent leur veto. C'est pas l'ONU qui est en cause, c'est la rivalité des grandes puissances, puisque dès qu'Israël est en cause, les États-Unis mettent leur veto, dès que la Syrie est en cause, la Russie met son veto, et que ça n'a marché qu'une seule fois, quand Gorbatchev était à la tête de l'Union soviétique, et qu'il a accepté de lâcher son allié irakien qui avait envahi le Koweït en disant qu'il fallait préférer le système de la sécurité collective et de l'ONU par rapport au système des alliances. Et puis ensuite, malheureusement, Gorbatchev n'était plus au pouvoir. On a pensé triompher, que ça sert un monde unipolaire, et puis c'est parti comme c'est parti. Mais ce qui est en cause, ce n'est pas l'ONU, c'est la rivalité entre les grandes puissances. Et quand on regarde, je ne peux qu'abonder entre ce qui a été dit, quand on regarde si on voit le Conseil de sécurité, mais il faut voir les agences spécialisées. Voilà. Effectivement, ils ont toutes été cités, l'UNICEF, l'UNESCO. Si le Haut Commissaire aux réfugiés n'existait pas, il y aurait des milliers, des centaines de milliers de morts en plus. L'OMS a joué un rôle essentiel pour que on se sorte plus rapidement de la crise du Covid. Donc en fait, oui, l'ONU, c'est un ancien secrétaire général de l'ONU qui avait mieux défini le système. L'ONU n'est pas là pour amener au paradis, elle est là pour éviter l'enfer. C'est vrai. Philippe Bilger, une belle formule. Et donc, en effet, Pascal, à partir du moment où vous avez vous-même, avec réalisme, un point de vue très pessimiste, je ne vois pas quoi ajouter, sinon que peut-être, à votre avis, est-ce que cette évolution tout de même relativement négative de l'ONU, pour les gens qui, comme moi, ne connaissent pas les mécanismes profonds de cette institution, le scandale de certaines commissions de droits de l'homme avec des États qui sont absolument inadaptés à ce type de philosophie. Vous êtes gentil. En parlant de l'Iran, d'inadaptation, c'est quasiment, oui. Est-ce que ça, c'est réversible tout cela, ce processus un peu délétère, à votre avis? Mais oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, l'ONU ne peut pas changer les systèmes. L'ONU a joué un rôle utile pour mettre fin à l'apartheid. L'ONU a joué utile pour la décolonisation. Mais c'est pas l'ONU qui changera le système iranien. Et en fait, l'ONU représente le monde dans sa diversité et dans sa diversité perverse, par moment, effectivement. Alors on pourrait dire, il y a eu plusieurs projets. Faisons une Ligue des démocraties. Mais en fait, c'est pas en ignorant une partie du monde qu'on arrange. Et au moins, l'ONU permet à ce que des régimes peu fréquentables soient en contact avec d'autres et qu'il puisse y avoir... C'est la prévention. Combien de conflits l'ONU a empêchés, on ne le saura jamais parce que justement, ils ne sont pas survenus. Et le travail de prévention par ces contacts est extrêmement important, mais l'ONU est le reflet du monde tel qu'il est, et effectivement, le monde n'est pas agréable. Je suis d'accord avec Pascal Boniface, on ne peut pas discuter qu'avec ses amis, et ça, véritablement. Alors, ce qui est très heurtant, c'est quand on voit, par exemple, le Forum social et des droits humains qui va être présidé par l'Iran à Genève. C'est aujourd'hui déjà. Ça commence aujourd'hui. C'est tout à fait insupportable quand on voit ce qui se passe dans la révolution iranienne. Mais si on prend du point de vue de l'ONU, tenter de faire discuter, même quand il n'y a plus de mots possibles, je comprends tout à fait la philosophie. Le problème, au fond, et on peut le dire à nos amis des vrais voix, le problème, véritablement, c'est le Conseil de sécurité. En réalité, il faudrait faire émerger dans les grandes démocraties, en tout cas, des leaders politiques qui se battraient véritablement pour que, pourquoi pas l'Allemagne aurait un siège au Conseil de sécurité. Je pense qu'elle a fait sa révolution, c'est fini, on va pas faire payer à l'Allemagne Hitler pendant 200 ans. Pourquoi pas le Japon? Pourquoi pas l'Inde? Pourquoi pas le Brésil de Lula? Moi, je sais qu'avec le Mexique, avec Ségolène, on avait porté ça. François Hollande, bien sûr, n'avait pas voulu le porter dans sa campagne présidentielle, mais il faut vraiment changer, élargir en réalité le Conseil de sécurité. Et je pense que si on arrive à ça, ça passe par des élections locales dans les pays et une volonté des dirigeants élus. Vous ne pensez pas? Alors, le problème, c'est que pour réformer le Conseil, le droit de veto au Conseil de sécurité, il faut un accord unanime du Conseil de sécurité. Oui, et donc, nécessairement, malheureusement, le chat se mord la queue. Le serpent se mord la queue. Oui. C'est que ni la Chine, ni la Russie, ni les États-Unis accepteront cela. Pour le moment. Laurent Fabius avait proposé une réforme du droit de veto en disant que face aux crimes les plus graves, on suspendait le droit de veto. Et ça n'a pas été accepté.
Donc en fait, c'est là où on a un blocage. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faudrait élargir aux pays que vous avez cités, Brésil, Inde, Japon, Allemagne, Afrique du Sud. Les BRICS, en fait. Afrique du Sud. Oui, les BRICS. Mais la Chine n'a aucune envie de voir l'Inde et le Japon arriver au Conseil de sécurité. Et les États-Unis n'ont aucune envie de voir le Conseil de sécurité s'élargir parce qu'il serait plus efficace. La France a accepté cette réforme. On a failli aboutir en 2005. Et bien sûr, George Bush a tout bloqué. Et les Chinois n'ont pas bloqué, mais n'étaient pas mécontents que ça bloque non plus, sans parler des Russes. Donc en fait, il ferait un accord unanime des membres permanents de ceux qui ont le droit de veto pour qu'ils s'abordent eux-mêmes le droit de veto. Mais moi, je pense que c'est du travail politique. C'est du travail politique de longue haleine, Pascal. Mais on continuera pas. Oui, peut-être 40, mais on ne peut pas continuer l'ONU, ce fonctionnement-là comme ça. Disons qu'il faudrait qu'il y ait une vraie communauté internationale. Or, pour l'instant, le terme de communauté internationale, c'est un mythe, parce que nous sommes profondément divisés entre les uns et les autres sur les grands sujets. Mais fort heureusement, quand même, l'ONU permet d'avoir des principes communs sur certaines choses. Et donc, ça vient limiter les dégâts. Oui, allez, 0826 300 300, direction le Vaucluse avec Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Oui, rebonsoir tout le monde, voilà. Est-ce que pour vous, l'ONU est dans une impasse ? Alors en fait, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, hormis j'ai plutôt une bipolarité par rapport à l'ONU, c'est que effectivement au niveau de toutes les branches, OMS, UNICEF, j'ai eu la chance de travailler avec eux sur le terrain, donc j'ai rencontré des gens compétents, investis, vraiment motivés, et des gens merveilleux. Là, l'ONU est absolument extraordinaire et elle a rempli son rôle. En revanche, en ce qui concerne, je pense, malheureusement, les affaires étrangères, on va dire les tensions mondiales, je pense qu'elle n'est pas utile, elle faillit dans cette mission, d'autant plus que sa crédibilité est quand même largement remise en cause, et Françoise en a parlé, Philippe en a parlé, quand on voit aujourd'hui l'Iran à la présidence d'un forum social des droits de l'homme, je veux dire, ça entache tout. Donc, vous voyez, j'ai cette espèce de bipolarité par rapport à l'ONU, je suis dubitatif. Voilà. C'est intéressant ce point de vue, Sébastien Ménard. C'est ce que pensent beaucoup de gens. Oui. Mais la question, ce que disait Pascal Boniface tout à l'heure, c'est effectivement, il faudrait que celles et ceux qui sont dépositaires de l'organisation actuelle du Conseil de sécurité se sabordent pour permettre d'ouvrir le jeu et de le faire progresser. Bon, on a la réponse, ça ne se produira jamais. Gorbatchev a fait une fois, et s'il a transgressé une fois, mais il a fait une fois parce qu'il était tenu par l'argent que lui prêtaient les Occidentaux. Écoutez, moi je vois pas la Russie, je vois pas la Russie et la Chine, et je vois pas non plus les États-Unis. Pour le moment, mais la France peut faire des propositions sur des partages de conseils, de sièges de conseils. Moi, je suis pas du tout comme vous. Moi, comme Pascal Boniface, je suis et je suis pas d'accord avec l'idée que cette espèce d'idée qui est que ça n'arrivera jamais. De toute façon, ça sera autre chose à faire. Ça sera obligé. Non, moi je crois pas. C'est quand même la moins pire des solutions, l'ONU. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Je sais pas, Pascal Boniface, il peut peut-être nous aider. Mais il est onusien. On n'aime pas lâcher ses préventes. Il est comme moi, Pascal Boniface. Pascal dit de convaincre. Je pense que là où je peux rejoindre Françoise de Gois dans une sorte d'optimisme à long terme, c'est sur la pression des opinions publiques, sur le fait que les gens veulent des solutions. Mais très franchement, quand on voit l'opinion publique aux États-Unis aujourd'hui, on n'est pas très confiant. Et il n'est pas certain que l'opinion publique chinoise ne fasse pas de la surenchère nationaliste sur ses propres dirigeants. Oui, mais Pascal Boniface, d'intervenir dans ce débat, l'opinion publique, faudrait-il encore qu'elle comprenne vraiment l'ONU, en fait. C'est tellement compliqué. Je pense qu'ils comprennent très bien. Si on fait un micro-trottoir, est-ce qu'on est sur le même monde ? Est-ce qu'on a des intérêts communs ? Est-ce qu'on habite sur la même planète ? Est-ce qu'on a la nécessité de coopérer ? Ce qui est simple à comprendre, est-ce que le multilatéralisme n'est pas une meilleure solution aux problèmes, aux défis collectifs qui se posent à nous, du changement climatique à la lutte contre le terrorisme, que des solutions unilatérales ? Ça, je pense que les gens peuvent le comprendre. Il y a de plus en plus d'éducation, etc. Mais pour l'instant, on assiste plutôt à une surenchère nationale, un peu partout, et notamment, écoutez, le grand duel entre la Chine et les États-Unis, c'est pas l'ONU qui peut le résoudre. C'est chaque pays qui se dit j'ai plus intérêt à coopérer qu'à être dans une compétition pour la suprématie. Sébastien Ménard. Mais justement, Pascal Boniface, face à l'incapacité du plus grand nombre à s'entendre, est-ce que finalement le nationalisme, est-ce que ça ne devient pas finalement une valeur refuge aujourd'hui, partout ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas compter sur le collectif, vous comptez sur vous-même. Et en fait, pourquoi il y a eu des alliances militaires après la Seconde Guerre mondiale ? C'est que l'alliance des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale n'a pas tenu.
très longtemps et que chacun s'est dit j'ai pas confiance dans l'ONU, il y aura pas d'armée internationale, donc je fais mon pacte de Varsovie, je fais mon OTAN pour me défendre. Et c'est effectivement, là je vous rejoins parfaitement, c'est parce qu'il y a une défiance par rapport à la sécurité collective. Si vous n'avez pas confiance dans la police, vous faites une milice privée. Il n'y a pas de police internationale, il n'y a pas de juge international, il n'y a pas de gouvernement international, il y a un droit international, mais si vous le violez, il n'y a pas de sanction véritable. Mais est-ce qu'on peut imaginer je passe sous le contrôle du juge Bilger. Est-ce qu'on peut imaginer un monde, Pascal, où les États accepteraient de perdre le sens de leurs intérêts ? Ça arrive. Non, mais ils peuvent comprendre que leurs intérêts peuvent être communs. C'est un peu ce qu'ont fait les pays dans l'Union européenne. C'est ce que font les pays quand ils vont dans une organisation. Et donc, le grand défi, prenons l'enjeu essentiel qui est le réchauffement climatique. Il faut bien voir qu'il faudra que chacun fasse des efforts et que la clé de la solution, c'est comment se fait la répartition des efforts à faire pour lutter contre ce qui vraiment nous menace. Je peux vous donner... Oui, pardon, allez-y Pascal. Parce que vous parliez de ça, je vais rebondir parce que 40 secondes les amis. C'est vertigineux. Non mais sur le changement climatique, je vais poser la colle, je suis sûr que vous la connaissez. Savez-vous combien il y aura de réfugiés climatiques en 2030 et en 2050 ? Je viens de lire le dernier rapport de l'UNHCR. Nous sommes à 260 millions en 2030 de réfugiés climatiques. Et 1,2 milliard en 2050 de réfugiés climatiques. Donc vous pensez bien que toutes les questions... Moi je suis absolument persuadé que l'ONU produit des textes. L'ONU a lancé sa grande ligne des sécurités humaines. Alors on peut en rigoler, mais je pense que ces textes, ils imprègnent, non Pascal Boniface? Ils imprègnent. On n'a plus le temps, Françoise Degois. Ah bon? Non, on vous l'a dit, on vous a dit 20 secondes. Hein. C'est dommage, pardonnez-moi. Laissez-lui répondre. Il y a des petits progrès, malheureusement trop lents, mais sur le climat, on a quand même fait quelque chose. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Est-ce que c'est assez? Non. Mais on a fait quelque chose. En fait, De Gaulle nous a marqué. Oui. Le machin. Oui, mais c'était de la bêtise pure, en fait. Merci beaucoup, Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Avec une question que l'on vous posait finalement, est-ce que finalement, vous allez me le dire, Philippe? Est-ce que l'ONU est dans une impasse? Vous dites oui à 96%. Dans quelques instants, on va se détendre un petit peu. C'est l'organisation des nuls unis. Dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit? C'est une autre forme d'organisation, mais elle est utile. C'est temps qui court. Restez avec nous, 0826 300 300. Philippe est notre vraie voix du jour pour jouer contre vous, les amis.